J'ai 99 ans. J'ai vu des génies mourir pauvres et des idiots devenir milliardaires. La différence? Ce n'est pas le talent, c'est ce que vous achetez. Vous achetez des dettes pour impressionner des gens que vous détestez. J'achète des machines qui impriment de l'argent pendant que je dors. J'ai passé 70 ans à construire ma fortune, et je n'ai plus beaucoup de temps pour vous expliquer pourquoi vous êtes fauché, alors ouvrez grand vos oreilles. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez ce désastre financier qu'est votre vie actuelle. Et promettez-moi de regarder jusqu'à la toute fin, car le 5e point est le piège mortel dans lequel 99% d'entre vous tombent sans même s'en rendre compte. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la définition que la société vous donne de la richesse est une escroquerie totale. Vous regardez Instagram, vous regardez la télévision, et vous voyez des voitures de sport, des montres ridicules, des vêtements de marque. Vous appelez ça de la richesse. Moi, j'appelle ça de la bêtise. C'est de l'autodestruction financière. Ce que vous voyez, ce n'est pas la richesse, c'est la dépense. C'est l'hémorragie de l'argent. La véritable richesse est invisible. C'est ce que vous ne voyez pas. C'est l'argent qui n'a pas été transformé en objet stupide. Le grand problème, c'est que la majorité des gens, peut-être vous inclus, sont accros au salaire. Vous échangez votre temps, votre vie, votre énergie vitale contre de l'argent, et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous le donnez immédiatement à quelqu'un d'autre. Vous le donnez à Apple, à BMW, à Gucci. Vous êtes simplement un canal de transmission. L'argent entre par une main et sort par l'autre. Vous n'êtes pas un investisseur, vous êtes un tuyau percé. Les riches, les vrais, ceux qui durent, font quelque chose de radicalement différent. Ils ne travaillent pas pour l'argent, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Cela semble être un cliché, n'est-ce pas? Faire travailler l'argent. Vous l'avez entendu 1000 fois. Mais si vous l'aviez vraiment compris, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo avec un découvert bancaire. La différence fondamentale réside dans l'acquisition de flux de trésorerie. Un flux de trésorerie, c'est de l'oxygène. C'est de l'argent qui arrive dans votre poche sans que vous ayez besoin de bouger le petit doigt à ce moment précis. C'est le dividende d'une action, c'est le loyer d'un immeuble, c'est la redevance d'un brevet. Quand je me réveille le matin, je suis plus riche que la veille, non pas parce que j'ai travaillé la nuit, mais parce que mes actifs ont travaillé. Vous, quand vous vous réveillez, vous êtes plus pauvre, parce que l'inflation a grignoté votre épargne et que vos dettes ont accumulé des intérêts. C'est la différence entre être le maître et être l'esclave. Parlons d'inversion, une technique que j'utilise depuis toujours. Si je voulais garantir que je sois misérable et pauvre à la fin de ma vie, que ferais-je? C'est simple. Je compterais uniquement sur mon salaire. J'augmenterais mon niveau de vie à chaque augmentation de revenus. J'achèterais des passifs que je prendrais pour des actifs, comme une grande maison qui me coûte une fortune en entretien et en taxes, ou une voiture neuve qui perd 20% de sa valeur dès que je sors du garage. Je ferai tout pour paraître riche aujourd'hui, au prix d'être indigent demain. Si c'est la recette pour échouer, alors pour réussir, vous devez faire l'exact opposé. Vous devez vivre comme un moine pendant que vous amassez du capital, et utiliser ce capital pour acheter des flux de trésorerie. Le concept est d'une simplicité enfantine, et pourtant, il échappe aux gens les plus éduqués. J'ai connu des chirurgiens, des avocats brillants, des gens avec des QI bien supérieurs aux miens, qui ont fini ruinés. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que le revenu était la même chose que la richesse. Ils gagnaient des sommes astronomiques, mais ils dépensaient des sommes astronomiques. Ils n'achetaient pas de flux de trésorerie, ils achetaient des obligations de style de vie. Ils se sont construits une prison dorée. Une fois que vous arrêtez de travailler, le robinet se ferme. Si votre richesse dépend de votre présence physique, vous n'êtes pas riche, vous êtes juste bien payé. C'est une distinction cruciale que votre ego refuse d'admettre. Nous, les riches, nous sommes des collectionneurs d'actifs. Nous sommes obsédés par la possession de parts d'entreprise, d'immobilier, de tout ce qui a une valeur intrinsèque et productive. Nous ne nous soucions pas de la fluctuation des prix au jour le jour. C'est pour les spéculateurs et les idiots. Nous nous soucions du rendement. Est-ce que cet actif va me payer l'année prochaine, et l'année d'après, et l'année suivante? Si la réponse est oui, je l'achète. Si la réponse est de peut-être que je pourrais le revendre plus cher à un autre idiot, je ne touche pas à ça. C'est de la spéculation, pas de l'investissement. Vous devez comprendre que le monde est divisé en deux camps. Il y a ceux qui paient des intérêts et ceux qui reçoivent des intérêts.
C'est aussi brutal que ça. Si vous avez des dettes de carte de crédit, des prêts à la consommation, vous êtes du côté des perdants. Vous travaillez pour enrichir les banques. Vous êtes l'actif de la banque. Moi, je suis la banque. Je possède les actions de la banque. Quand vous payez vos agios, vous me payez mes dividendes. Merci pour votre contribution à ma fortune. C'est cruel? Peut-être. Mais c'est la réalité du système capitaliste. Vous pouvez soit pleurer à ce sujet, soit changer de camp. L'acquisition de flux de trésorerie demande de la discipline, de la patience et une capacité à différer la gratification que la plupart des humains modernes ont perdue. Votre cerveau de lézard veut la récompense maintenant. Il veut le nouveau téléphone, le voyage à Dubaï, le dîner chic. Il faut une intelligence supérieure pour dire non à ses pulsions et dire oui à l'achat d'une petite part d'un fonds indiciel ou à l'économie pour un acompte sur un petit appartement locatif. C'est ennuyeux. C'est lent. Au début, les flux de trésorerie sont ridicules. Quelques centimes, quelques euros. Vous vous dites que ça ne vaut pas la peine. C'est là que vous échouez. C'est l'incapacité à comprendre la puissance exponentielle du temps et de la capitalisation qui vous maintient dans la médiocrité. La richesse, ce n'est pas avoir des millions sur un compte en banque qui ne rapporte rien. L'inflation est une taxe silencieuse qui détruit ceux qui stockent du cash. La richesse, c'est posséder quelque chose qui produit de la valeur. Si vous ne possédez rien, le système vous broiera. C'est une certitude mathématique. Alors, arrêtez de chercher des hacks, arrêtez d'écouter les vendeurs de rêves sur Internet. La seule vérité qui vaille, c'est celle-ci, acheter des actifs qui paient. Tout le reste n'est que du bruit et de la vanité. Et à mon âge, je peux vous dire que la vanité ne paie pas les factures de l'hôpital. Si vous retenez une seule chose de mon existence centenaire, que ce soit ceci, l'argent a une propriété magique, presque surnaturelle, qu'Einstein aurait qualifié de 8e merveille du monde. Il s'agit des intérêts composés. Mais voici la vérité brutale, votre cerveau n'est pas équipé pour comprendre cela. Votre cerveau a évolué dans la savane pour chasser des antilopes, pas pour comprendre les fonctions exponentielles. Vous pensez de manière linéaire. 1, 2, 3, 4, 5. La composition, elle, fonctionne de manière géométrique. 2, 4, 8, 16, 32. Au début, la différence est minime. À la fin, l'écart est si gigantesque qu'il en devient incompréhensible pour l'esprit humain moyen. Et c'est précisément là que vous échouez. Laissez-moi vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas riche, malgré vos efforts. C'est parce que vous ne savez pas attendre. La première règle de la composition est de ne jamais, jamais l'interrompre inutilement. Imaginez une boule de neige en haut d'une colline très, très longue. Au début, ce n'est qu'une poignée de flocons humides. Vous la roulez. C'est pénible. Vous avez froid aux mains. La boule est petite. Après 10 ans d'effort, la boule est à peine plus grosse. Vous regardez votre voisin, cet idiot qui a gagné à la loterie ou qui a fait un coup fumant sur une crypto-monnaie stupide, et vous vous sentez minable. Alors, que faites-vous? Vous donnez un coup de pied dans votre boule de neige. Vous l'arrêtez. Vous encaissez pour acheter une voiture. Vous recommencez à zéro. Vous venez de commettre un suicide financier. La magie opère à la fin, pas au début. C'est la nature cruelle de la composition. 99% de la richesse de mon partenaire Warren Buffett a été accumulée après son 50e anniversaire. Lisez bien ça, après ses 50 ans. S'il avait pris sa retraite à 60 ans pour jouer au golf et boire des cocktails, personne n'aurait jamais entendu parler de lui. Il serait juste un vieil homme aisé à Omaha. Sa fortune colossale, ces milliards qui font tourner la tête, proviennent des dernières années, de la queue de la courbe exponentielle. Vous voulez le résultat de la 50e année dès la 3e année. C'est mathématiquement impossible. C'est comme essayer de faire un bébé en un mois en mettant 9 femmes enceintes. Certaines choses prennent simplement du temps. Le grand ennemi de la composition, c'est l'hyperactivité. Vous pensez que pour gagner plus, il faut faire plus. Vous devez bouger, trader, acheter, vendre, réagir aux nouvelles, écouter les analystes à la télévision qui ne savent rien. C'est faux. En investissement, l'activité est l'ennemi du rendement. Nous avons fait des milliards en restant assis sur notre derrière. Littéralement. Nous achetons quelque chose de grand, et puis nous ne faisons rien. Rien du tout. Nous attendons.
Nous laissons la peinture sécher. C'est un ennui mortel pour un esprit accro à la dopamine comme le vôtre. Vous avez besoin d'action, de lumière qui clignote, de graphiques qui bougent. Appliquons la pensée d'inversion ici. Comment détruire les intérêts composés le plus efficacement possible? C'est simple. Payez des impôts et des frais. Chaque fois que vous vendez une action ou un actif pour prendre un bénéfice, vous déclenchez un événement fiscal. L'État prend sa part. Votre capital diminue. La boule de neige fond. Si vous faites cela chaque année, vous saignez votre avenir. L'intérêt composé a besoin de travailler sur la totalité du capital, année après année, sans friction. Si vous l'interrompez pour payer le fisc ou des courtiers, vous brisez la chaîne. Le secret n'est pas de savoir quand vendre, c'est d'acheter si bien que vous n'aurez jamais besoin de vendre. Il y a une autre dimension que votre arrogance vous empêche de voir, la difficulté des premiers pas. Charlie, mon ami, disait toujours, les premiers 100 000 $ sont une chienne. Vous pardonnez mon langage, mais à 99 ans, je me fiche de la politesse. C'est incroyablement dur d'arriver à ce premier palier important. Vous devez vous priver. Vous devez épargner alors que ça ne semble rien rapporter. Les intérêts générés sur 5 000 $ sont risibles. Ils ne paient même pas un café. C'est là que 95% des gens abandonnent. Ils se disent à quoi bon? Ils ne voient pas que c'est le carburant nécessaire pour atteindre la masse critique. Une fois que vous passez ce cap, l'argent commence à générer ses propres bébés, qui font d'autres bébés. À un moment donné, votre argent gagne plus en une année que vous ne pourrez jamais gagner avec votre salaire en une vie. C'est le point de bascule. Mais vous devez traverser le désert pour y arriver. Vous souffrez aussi de ce que j'appelle le biais d'action. Devant l'incertitude, les humains sentent qu'ils doivent faire quelque chose. Si le marché baisse, vous vendez par panique. Si le marché monte, vous achetez par euphorie. Dans les deux cas, vous réagissez. L'investisseur sage est stoïque. Il sait que la volatilité est le prix à payer pour la performance. Si vous n'êtes pas capable de voir votre patrimoine baisser de 50% sans paniquer, vous ne méritez pas d'être riche. Vous méritez d'être pauvre, et le marché se chargera de transférer votre argent dans mes poches. Le marché boursier est un mécanisme de transfert de richesse des impatients vers les patients. Je suis patient. Vous ne l'êtes pas, devinez qui gagne. La composition ne s'applique pas qu'à l'argent. Elle s'applique à la connaissance. Si vous apprenez quelque chose de nouveau chaque jour, si vous vous couchez un peu moins bête que vous ne vous êtes levé, cela compose. Au bout de 50 ans, vous avez une compréhension du monde que les autres perçoivent comme de la magie ou du génie. Ce n'est pas du génie. C'est de la constance. La plupart des gens arrêtent d'apprendre à 25 ans. Ils meurent intellectuellement le jour où ils quittent l'école. Nous sommes des machines à apprendre perpétuelles. C'est l'avantage injuste ultime. Revenons à votre situation. Vous cherchez des rendements de 100% en une semaine. Vous cherchez le coup. C'est un comportement de joueur de casino, pas d'investisseur. Le casino gagne toujours à la fin. Si vous voulez gagner, vous devez être la maison, pas le joueur. Et la maison a le temps pour elle. La maison a les mathématiques pour elle. Les intérêts composés sont la force la plus juste et la plus impitoyable qui soit. Ils récompensent la discipline au-delà de vos rêves les plus fous et punissent l'impulsivité avec une sévérité absolue. Regardez votre vie. Où avez-vous interrompu le processus? Où avez-vous changé de cap juste au moment où ça commençait à devenir intéressant? Vous changez de carrière tous les 2 ans. Vous changez de stratégie d'investissement à chaque fois que vous lisez un nouvel article. Vous êtes une girouette dans un ouragan. Plantez un arbre et laissez-le tranquille. Ne déterrez pas les racines chaque matin pour voir si elles ont poussé. C'est stupide. Et si je déteste une chose plus que tout, c'est la stupidité évitable. Alors, voici la leçon cruelle, l'ennui est votre allié. L'excitation est votre ennemi. Si vos investissements vous excitent, vous faites n'importe quoi. Un bon investissement devrait être aussi excitant que de regarder de l'herbe pousser. C'est dans ce silence, dans cette attente interminable, que la vraie richesse se construit. Pendant que vous courez partout comme des poulets sans tête, je suis assis ici, je lis mon journal, je bois mon Coca-Cola, et je deviens plus riche chaque seconde. Parce que j'ai laissé la boule de neige rouler pendant 70 ans sans jamais lui donner de coup de pied. Êtes-vous capable de ne rien faire? J'en doute. Mais c'est le seul chemin.
Si je devais résumer la raison pour laquelle la plupart des gens perdent de l'argent, ce serait celle-ci: ils jouent à des jeux qu'ils ne comprennent pas, contre des gens qui, eux, connaissent les règles par cœur. C'est ce que j'appelle sortir de son cercle de compétences. En investissement, comme dans la vie, il n'y a pas de point de style pour la difficulté. Vous ne gagnez pas plus d'argent en sautant par-dessus une barre de 2 mètres qu'en enjambant une barre de 30 centimètres. Pourtant, vous, les amateurs, vous cherchez constamment la complexité. Vous pensez que pour devenir riche, vous devez comprendre la biotechnologie, les nanotechnologies, ou l'algorithme de la dernière crypto-monnaie à la mode. C'est faux. C'est stupide. Et c'est la voie royale vers la ruine. Le concept du cercle de compétences est brutalement simple, ce qui explique pourquoi les universitaires et les experts le détestent. Il stipule que chacun de nous a un domaine de connaissances limité, acquis par l'expérience et l'étude acharnée. À l'intérieur de ce cercle, vous avez une chance de gagner. À l'extérieur, vous êtes une proie. Le problème n'est pas la taille du cercle. Vous pouvez avoir un tout petit cercle. Vous pouvez ne connaître qu'une seule chose au monde, par exemple, l'immobilier dans un seul quartier de votre ville, ou le fonctionnement des stations-service. Si vous restez à l'intérieur de ce cercle, vous deviendrez riche. Le danger mortel survient lorsque vous ne savez pas où s'arrête le cercle et où commence votre ignorance. Le monde moderne est conçu pour vous faire croire que vous savez tout. Vous avez un smartphone dans votre poche qui vous donne accès à toute la connaissance humaine. Cela vous donne une illusion de compétence dangereuse. Vous confondez l'accès à l'information avec la connaissance véritable. Ce n'est pas parce que vous pouvez chercher le cours de l'action Tesla que vous comprenez comment évaluer une entreprise automobile. Il existe 2 types de connaissances, la connaissance réelle, celle de l'expert qui a passé sa vie à étudier un sujet, et la connaissance de chauffeur. Cette dernière vient d'une histoire sur Max Planck. Son chauffeur, à force de l'entendre répéter sa conférence sur la mécanique quantique, l'avait mémorisée par cœur. Il pouvait la réciter parfaitement. Mais il ne comprenait rien à la physique. Vous êtes tous des chauffeurs. Vous répétez des mots que vous avez entendus à la télévision au blockchain, IA, ratio coût-bénéfice, mais vous ne comprenez pas la mécanique sous-jacente. Et quand le moteur casse, vous ne savez pas comment le réparer. Nous, chez Berkshire, nous avons 3 piles sur notre bureau, oui, non, et trop difficile. La pile trop difficile est gigantesque. Elle contient 99% des opportunités mondiales. Amazon? Trop difficile à l'époque. Google? Trop difficile. Nous ne comprenions pas comment ils allaient maintenir leur avantage concurrentiel durable sur 20 ans. Alors, avons-nous investi? Non. Avons-nous perdu de l'argent? Non. Nous avons manqué des opportunités, certes, mais nous n'avons pas perdu de capital. Nous sommes restés dans notre cercle, les assurances, les bonbons, les boissons gazeuses, les chemins de fer. Des choses simples. Des choses ennuyeuses. Des choses que nous comprenons viscéralement. Vous, dès que vous voyez votre voisin gagner de l'argent avec quelque chose que vous ne comprenez pas, vous devenez fou. La jalousie est le sentiment le plus stupide en finance. Elle vous pousse à sortir de votre cercle pour aller chasser sur le territoire de quelqu'un d'autre. Et c'est là que vous vous faites massacrer. L'inversion, encore une fois. Comment s'assurer de perdre sa fortune? C'est facile, investissez tout votre argent dans une start-up pharmaceutique dont le succès dépend de l'approbation d'une molécule par la FDA, alors que votre seule connaissance en biologie remonte au lycée. Vous ne pariez pas, vous jouez à la roulette russe. Si vous voulez réussir, vous devez avoir la discipline terrifiante de dire « je ne sais pas ». C'est une phrase magique. Je ne sais pas. Essayez de la dire. Ça fait mal à votre ego, n'est-ce pas? Vous voulez avoir une opinion sur tout. Sur la politique, sur les taux d'intérêt, sur le climat. Moi, je n'ai pas d'opinion sur les choses que je ne comprends pas ou que je ne peux pas contrôler. Je me concentre uniquement sur ce que je sais être vrai. Warren et moi avons souvent été critiqués pour ne pas avoir investi dans la technologie lors de la bulle Internet des années 2000. On nous traitait de dinosaures séniles. On disait que le monde avait changé et que nous ne comprenions plus rien. C'était vrai, nous ne comprenions pas ces nouvelles entreprises qui ne faisaient aucun profit. Alors nous n'avons rien fait. Quelques années plus tard, la bulle a éclaté. Les génies de la nouvelle économie ont tout perdu. Nous étions toujours là, assis sur notre montagne de cash, prêts à ramasser les morceaux. Pourquoi?
parce que nous n'avions pas franchi la ligne de notre compétence. Il vaut mieux être un génie dans un petit domaine qu'un idiot dans un vaste domaine. La diversification est une autre de ces bêtises qu'on enseigne dans les écoles de commerce. La diversification, c'est une protection contre l'ignorance. Si vous ne savez pas ce que vous faites, alors oui, achetez tout le marché. C'est une stratégie parfaitement acceptable pour quelqu'un qui admet ne rien savoir. Mais ne venez pas me dire que c'est de l'investissement intelligent. Si vous savez ce que vous faites, si vous connaissez intimement 5 entreprises exceptionnelles, pourquoi voudriez-vous mettre votre argent dans une 20e entreprise médiocre juste pour diversifier? C'est de la folie. C'est diluer vos meilleures idées avec de la boue. La concentration construit la richesse, la diversification la préserve. Vous essayez de préserver une richesse que vous n'avez pas encore. Vous devez cartographier votre ignorance avec précision. Vous devez savoir où vous êtes nul. C'est plus important que de savoir où vous êtes bon. Si vous êtes nul en négociation, ne négociez pas. Si vous êtes nul en technologie, n'achetez pas de technologie. Trouvez votre niche. Peut-être que votre cercle de compétences est votre propre métier. Vous êtes dentiste? Investissez dans votre cabinet, ou dans des entreprises de matériel dentaire que vous connaissez mieux que n'importe quel analyste de Wall Street. Vous verrez des tendances avant tout le monde. C'est là que se trouve votre avantage injuste. Mais non, vous préférez écouter un influenceur de 22 ans qui vit à Dubaï vous dire d'acheter du Forex. C'est pathétique. Le marché financier est un mécanisme impitoyable de découverte des incompétences. Si vous avez une faiblesse psychologique, le marché la trouvera et l'exploitera pour vous prendre votre argent. Si vous avez une lacune intellectuelle et que vous essayez de la cacher par de l'arrogance, le marché vous humiliera. Restez là où vous êtes fort. Creusez des fossés autour de votre château. Ne partez pas à l'aventure dans la jungle sans carte. La vie est déjà assez dure comme ça sans ajouter le risque de l'inconnu volontaire. Soyez honnête avec vous-même. Regardez votre portefeuille actuel. Combien de lignes comprenez-vous réellement? Et par comprendre, je ne veux pas dire savoir ce qu'ils vendent. Je veux dire, êtes-vous capable d'expliquer avec certitude pourquoi cette entreprise sera encore là dans 10 ans, comment elle gagne de l'argent, qui sont ses concurrents, et quelles sont les menaces mortelles qui pèsent sur elle? Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions sans bégayer ou sans regarder Google, vendez. Vendez tout de suite. Vous ne possédez pas un investissement, vous possédez un ticket de loterie. Et je ne joue pas à la loterie. La sagesse commence par la reconnaissance de ses propres limites. Les cimetières financiers sont remplis de gens qui pensaient que leur cercle était plus grand qu'il ne l'était réellement. Ne les rejoignez pas. Soyez humbles, restez dans votre voie, et laissez les idiots courir vers la falaise. Nous les regarderons tomber, et ensuite, nous rachèterons leurs actifs pour une bouchée de pain. C'est ainsi que le monde tourne. Si vous pensez que l'économie fonctionne grâce à des graphiques, des courbes d'offres et de demande et des acteurs rationnels, vous êtes un imbécile. L'économie, et par extension votre compte en banque, est dirigée par la biologie. Plus précisément, par la psychologie évolutionniste. Votre cerveau est un outil de survie conçu pour la savane africaine d'il y a 100 000 ans, pas pour la bourse de New York d'aujourd'hui. Dans la savane, si vous voyez tout le monde courir, vous couriez aussi. Si vous restiez pour analyser la situation, est-ce un lion ou juste le vent, vous étiez mort. Aujourd'hui, en finance, cet instinct de troupeau est ce qui vous tue. C'est ce qui vous fait acheter au sommet quand tout le monde est euphorique et vendre au creux quand tout le monde est terrifié. Laissez-moi vous raconter l'histoire de David. J'ai connu David il y a des années. C'était un homme brillant, diplômé des meilleures écoles, un QI qui aurait fait rougir Einstein. David pensait qu'il était immunisé contre la stupidité parce qu'il savait résoudre des équations complexes. C'était son erreur fatale. En 1999, pendant la bulle Internet, David voyait ses voisins, des gens qu'il considérait comme intellectuellement inférieurs, devenir riches en achetant des actions EP.com ou d'autres ordures similaires. Au début, David a résisté. Son intellect lui disait, c'est absurde, ces entreprises ne valent rien. Mais il y a une force plus puissante que l'intelligence, c'est la preuve sociale. C'est la douleur psychologique insupportable de voir les autres gagner de l'argent pendant que l'on reste sur la touche. Au bout de 2 ans, David a craqué. Son cerveau de lézard a pris le dessus sur son cortex préfrontal. Il s'est dit, peut-être que c'est moi qui ai tort. Peut-être que c'est un nouveau paradigme. Il a investi toutes ses économies, son fonds de retraite,
et a même hypothéqué sa maison pour acheter des actions technologiques au sommet absolu du marché. 3 semaines plus tard, la bulle a éclaté. David a tout perdu. Non pas parce qu'il était bête, mais parce qu'il était humain. Il a été victime de ce que j'appelle un effet Lollapalooza, la combinaison de plusieurs biais psychologiques agissant en même temps vers une même direction. Il avait la preuve sociale, tout le monde le fait, la privation super réactive, la peur de manquer quelque chose, et l'excès de confiance. Le résultat? La ruine totale. David est mort fauché, divorcé et amer, persuadé que le marché avait comploté contre lui. Le marché ne savait même pas que David existait. Le marché a juste exploité ses failles logicielles. Vous avez les mêmes failles que David. La plus dangereuse est sans doute l'aversion à la perte. La psychologie nous apprend que la douleur de perdre 100 € est 2 fois plus intense que le plaisir de gagner 100 €. C'est pourquoi vous gardez vos perdants. Vous avez acheté une action de merde, elle baisse de 40%, et vous refusez de vendre. Vous vous dites, pas vendu, pas perdu. C'est un mensonge que vous vous racontez pour éviter la douleur de l'échec. En réalité, votre capital est bloqué dans un cadavre, alors qu'il pourrait être investi ailleurs. À l'inverse, dès qu'une action monte un peu, vous la vendez tout de suite pour sécuriser le gain, de peur qu'il ne disparaisse. Vous coupez vos fleurs et vous arrosez vos mauvaises herbes. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire pour devenir riche. Il y a aussi le biais de l'imitation-réaction ou le pouvoir des incitations. Ne demandez jamais à un coiffeur si vous avez besoin d'une coupe de cheveux. La réponse sera toujours oui. De la même manière, ne demandez jamais à un banquier ou à un conseiller financier ce que vous devez faire de votre argent. Ils sont payés à la commission. Ils sont incités à vous vendre des produits complexes, chargés de frais, que vous ne comprenez pas. Ils ne sont pas méchants, ils répondent simplement aux incitations. Si vous ne comprenez pas comment la personne en face de vous est payée, vous êtes le pigeon à la table de poker. J'ai vu des gens intelligents confier leur fortune à des gestionnaires qui avaient tout intérêt à prendre des risques démesurés avec l'argent des autres. Et pile je gagne, face tu perds. C'est le modèle d'affaires de Wall Street. Et parlons du biais de confirmation. C'est votre tendance à ne chercher que les informations qui confirment ce que vous croyez déjà. Si vous adorez le Bitcoin, vous ne lirez que des articles qui disent que le Bitcoin va aller à 1 million. Vous ignorerez tout ce qui parle de régulation ou de risque. Vous construisez une chambre d'écho autour de vous pour protéger votre petit ego fragile. Charles Darwin, l'un des penseurs que j'admire le plus, avait une méthode pour contrer cela. Dès qu'il tombait sur une preuve qui contredisait sa théorie, il la notait immédiatement, dans les 30 minutes. Il savait que son cerveau ferait tout pour oublier cette preuve contradictoire. Vous faites l'inverse. Vous chassez la contradiction comme si c'était une hérésie. C'est pourquoi vous ne progressez pas. Vous ne cherchez pas la vérité, vous cherchez à avoir raison. Pour survivre financièrement, vous devez déclarer la guerre à votre propre cerveau. Vous devez construire des systèmes externes pour vous protéger de vous-même. C'est pourquoi nous utilisons des checklists chez Berkshire. Les pilotes d'avion utilisent des checklists non pas parce qu'ils ne savent pas piloter, mais parce qu'ils savent qu'en situation de stress, ils peuvent oublier de sortir le train d'atterrissage. Vous avez besoin d'une checklist d'investissement. Est-ce que je comprends ce business? Est-ce que le management est intègre? Est-ce que le prix offre une marge de sécurité? Si vous ne cochez pas toutes les cases, vous ne faites rien. Peu importe si votre beau-frère dit que c'est l'affaire du siècle. La discipline du système bat l'impulsion de l'émotion à chaque fois. L'inversion s'applique ici magistralement. Comment être sûr de prendre des décisions stupides? Décidez quand vous êtes fatigué, affamé, stressé ou pressé. Décidez en groupe, pour ne pas froisser les autres. Décidez sans regarder les contre-arguments. Si vous évitez ces situations, votre QI effectif double instantanément. La patience dont je parlais plus tôt n'est pas seulement une vertu financière, c'est une barrière contre la folie émotionnelle. En attendant, vous permettez à votre cortex rationnel de reprendre le contrôle sur votre amygdale paniquée. Vous devez cultiver le calme. Le monde est bruyant, chaotique et hystérique. Les nouvelles financières sont conçues pour déclencher votre anxiété. Crack imminent, explosion à la hausse. C'est du bruit. Coupez le son. Regardez les faits, regardez les chiffres, regardez l'histoire longue. Les faits sont silencieux. Si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, vous ne pouvez pas contrôler votre argent.
Warren a dit un jour, si vous ne pouvez pas regarder votre portefeuille chuter de 50% sans paniquer, ne soyez pas en bourse. C'était un test de caractère, pas de mathématiques. David a échoué au test. Et vous? Êtes-vous un David, ou êtes-vous capable d'être rationnel quand tout le monde autour de vous perd la tête? Je parie que la plupart d'entre vous sont des David en puissance. Vous attendez juste la bonne crise pour vous autodétruire. Mais si vous appliquez ce que je dis, si vous reconnaissez que votre cerveau est un traître potentiel, vous avez une chance. Une petite chance. Ne la gâchez pas en étant arrogant. Admettez que vous êtes biaisé, et travaillez à partir de là. C'est le début de la sagesse. Voici le secret que personne ne veut entendre, car il n'est pas sexy. Il ne vend pas de séminaire. Il ne fait pas de vous un héros de film d'action. Le secret, c'est que nous, les milliardaires qui durons, ne cherchons pas à être intelligents. Nous cherchons désespérément à ne pas être stupides. Cela semble être la même chose, n'est-ce pas? Absolument pas. C'est un monde de différence. C'est la différence entre un joueur d'échecs amateur qui essaie de faire un coup génial et qui expose sa reine, et un grand maître qui s'assure d'abord qu'il ne peut pas être mi-échec et mat, et qui attend patiemment que l'amateur fasse une erreur. Le mathématicien Carl Jacobi avait une phrase fétiche, un verre, always un verre, inversé, inversé toujours. Il savait que beaucoup de problèmes difficiles se résolvent mieux à l'envers. Appliquons cela à votre vie. La question que vous vous posez tous les matins est, comment puis-je devenir riche? C'est une question difficile. Il y a 1000 réponses, et la plupart dépendent de la chance. Changeons la question. Inversons-la. Et que dois-je faire pour garantir, avec une certitude absolue, que je serai pauvre, misérable et un échec total dans la vie? Ah. Maintenant, c'est facile. La liste coule de source. Pour garantir votre échec, voici la recette, soyez peu fiable. Ne tenez jamais vos promesses. Soyez toujours en retard. Dépensez plus que vous ne gagnez. Soyez envieux de ceux qui réussissent. Gardez de la rancune. Ne pardonnez jamais. Associez-vous à des gens malhonnêtes. Utilisez des drogues ou de l'alcool pour fuir la réalité. Et surtout, n'apprenez jamais de vos erreurs, répétez-les encore et encore. Si vous faites tout cela, je vous garantis, je vous signe un papier là-dessus, que vous finirez dans le caniveau. Alors, quelle est la recette du succès? C'est simple, regardez cette liste de catastrophes et ne faites rien de tout cela. C'est tout. C'est aussi bête que ça. Si vous évitez simplement la stupidité active, vous vous retrouvez, par défaut, sur le chemin de l'intelligence et de la réussite. On dit souvent qu'il suffit de ne pas se noyer pour finir par traverser la rivière. Vous n'avez pas besoin de nager comme un champion olympique. Vous avez juste besoin de ne pas couler. Mais vous essayez de faire des acrobaties dans l'eau, vous vous épuisez, et vous coulez. Prenons un exemple concret, l'effet de levier, la dette. C'est l'outil préféré des génies de la finance. Ils vous disent, pourquoi utiliser mon argent quand je peux utiliser celui de la banque pour multiplier mes gains? C'est mathématiquement correct si tout va bien. Mais c'est biologiquement stupide. Il y a 3 choses qui ruinent les hommes intelligents, l'alcool, les femmes, et l'effet de levier. En anglais, liquor, ladies, and leverage. Je ne m'inquiète pas trop pour les 2 premiers dans votre cas, mais le 3e est mortel. L'effet de levier est le seul moyen pour un homme riche de devenir pauvre instantanément. Sans dette, je ne peux pas faire faillite. C'est impossible. Même si mes actions baissent de 90%, je suis toujours riche. Mais avec de la dette, une baisse de 10% peut me rayer de la carte. Pourquoi risquer ce que j'ai et dont j'ai besoin, pour obtenir ce que je n'ai pas et dont je n'ai pas besoin? C'est de la pure stupidité. Et pourtant, vous le faites. Vous achetez des maisons trop chères avec des crédits relais. Vous tradez avec marge. Vous jouez avec de la dynamite. L'inversion s'applique aussi aux relations. Vous cherchez le partenaire d'affaires idéal, le mentor parfait. Arrêtez. Cherchez plutôt à éviter les sociopathes, les menteurs et les fainéants. Si vous éliminez simplement les personnes toxiques de votre vie, la qualité moyenne de votre entourage monte en flèche automatiquement. La confiance est le fondement du capitalisme. Si je ne peux pas vous faire confiance, je ne ferai pas affaire avec vous, peu importe à quel point votre contrat est blindé. Les contrats sont pour les gens qu'on ne connaît pas ou dont on se méfie. Chez Berkshire,
nous avons fait des deals de plusieurs milliards avec une poignée de main. Pourquoi? Parce que nous avons passé notre vie à éviter les gens indignes de confiance et à devenir nous-mêmes dignes de confiance. La fiabilité est un actif qui vaut plus que l'or. Si vous êtes fiable, les opportunités viendront vous chercher. Si vous ne l'êtes pas, même votre génie ne vous sauvera pas. Parlons de l'envie. De tous les péchés capitaux, c'est le seul qui n'apporte aucun plaisir, même temporaire. La luxure? C'est amusant. La gourmandise? C'est délicieux. L'envie? C'est juste de la douleur pure. C'est vouloir que quelqu'un d'autre ait moins pour que vous vous sentiez mieux. C'est stupide. Qu'est-ce que ça peut vous faire que quelqu'un gagne plus d'argent que vous? Cela ne vous enlève rien. Pourtant, l'envie dirige le monde. C'est ce qui pousse les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Warren dit souvent, ce n'est pas la cupidité qui fait tourner le monde, c'est l'envie. Si vous voulez être heureux et riche, vous devez extirper l'envie de votre système comme on enlève une tumeur cancéreuse. Soyez heureux pour ceux qui réussissent. Admirez-les. Apprenez d'eux. Ne les détestez pas. La haine est un poison que vous buvez en espérant que l'autre mourra. Un autre piège massif que nous évitons par l'inversion est le syndrome de l'homme au marteau. Pour un homme avec un marteau, tout ressemble à un clou. Si vous n'avez qu'un seul modèle mental, une seule façon de voir le monde, disons, l'analyse technique, ou le marxisme, ou la psychologie freudienne, vous allez tordre la réalité pour qu'elle rentre dans votre modèle. C'est une forme de stupidité intellectuelle. Vous devez avoir une treillis de modèles mentaux. Vous devez prendre les grandes idées des grandes disciplines, physique, biologie, histoire, psychologie, mathématiques. Et vous devez les utiliser toutes. Si vous avez un problème, ne le regardez pas seulement sous l'angle économique. Regardez-le sous l'angle biologique, évolution, sous l'angle physique, masse critique, sous l'angle psychologique, incitation. C'est du travail. C'est dur. C'est pourquoi vous ne le faites pas. Vous préférez les réponses simples et fausses aux réponses complexes et vraies. Le concept de marge de sécurité est une autre application directe de l'inversion. Les ingénieurs le savent. Si vous construisez un pont qui doit supporter des camions de 10 tonnes, vous ne le construisez pas pour résister à exactement 10 tonnes. Vous le construisez pour 30 tonnes. Pourquoi? Parce que vous savez que vous ne savez pas tout. Le métal peut être défectueux, le camion peut être surchargé, le vent peut souffler. Vous prévoyez l'erreur. En finance, vous faites l'inverse. Vous calculez que si tout se passe parfaitement, vous aurez un rendement de 10%. Alors vous investissez. C'est suicidaire. Vous devez investir seulement quand, même si tout va mal, vous ne perdez pas d'argent. Ben Graham, mon professeur intellectuel, disait que la marge de sécurité est le secret de l'investissement. C'est acheter $1 pour 50 centimes. Si vous vous trompez un peu, vous ne perdez pas. Si vous avez raison, vous gagnez gros. Vous achetez $1 pour $1.10, en espérant qu'il vaudra $1.20. Vous n'avez aucune marge d'erreur. Au premier coup de vent, le pont s'écroule. Je vais vous dire quelque chose de très rassurant et de très insultant à la fois, la barre n'est pas haute. La plupart des gens sont tellement occupés à se tirer une balle dans le pied avec leur ego, leurs émotions et leurs mauvaises habitudes, que si vous restez simplement rationnel, patient et fiable, vous allez les dépasser comme une Ferrari dépasse une charrette à bras. Vous n'avez pas besoin d'être brillant. Je n'ai jamais été le plus intelligent de la pièce. Mais je suis celui qui a fait le moins de bêtises sur la plus longue période. C'est ça, la définition de la sagesse pratique. Alors, arrêtez de chercher la pilule magique du succès. Commencez par boucher les trous de votre bateau. Arrêtez de dépenser bêtement. Arrêtez de fréquenter des idiots. Arrêtez de croire que le monde vous doit quelque chose. Arrêtez de réagir émotionnellement. Enlevez le négatif, et le positif fleurira naturellement. C'est l'art de l'inversion. C'est ce que 99% des gens ne font pas, parce que c'est un travail sur soi, pas un hack externe. Et c'est exactement pour cela que ça marche. Maintenant, si votre cerveau n'a pas encore grillé, nous allons conclure. Et ma conclusion ne sera pas douce. Elle sera un ordre de marche.